Voilà, et puis le point de départ de toute documentation en archéologie, c'est la carte archéologique, et j'ai l'honneur d'accueillir l'un des co-organisateurs de la journée, l'actuel directeur de l'ADAFA, Philippe Marquis, qui nous présente donc ce travail qu'il a entamé et qu'il continue. Je voudrais commencer cette intervention en remerciant très chaleureusement les deux co-organisatrices, Yannick Lins et Ariane Thomas, qui nous donnent et qui donnent la possibilité à l'ADAFA de disposer d'un cadre tout à fait exceptionnel pour présenter je ne dis pas son temps d'activité, mais en tout cas pour illustrer et pour participer à cette célébration du centenaire. Je voudrais saluer la présence ici aussi de Sophie Macario, la présidente directrice du musée Guimet, de Vincent Lefebvre, ainsi que, je crois qu'elle est encore là, de Catherine Jarich, et associé au nom de Catherine Jarich, celui de Jean-François Jarich, qui était un personnage fondamental dans la reprise des activités de l'ADAFA. Dès la création de l'ADAFA en 1922, l'idée de cartographier les sites s'est imposée comme un moyen d'évaluer le potentiel archéologique et de permettre ensuite de déterminer des stratégies scientifiques en fonction des projets dont les chercheurs de l'ADAFA étaient les porteurs. Confronté à l'immensité de la tâche, l'Afghanistan est un pays qui couvre 652 860 km². La France, comme l'a rappelé Rocco, France métropolitaine, c'est 551 695. Confronté à l'immensité de la tâche, aux difficultés des déplacements sur le terrain, pas au peu de routes godonnées, et du peu de spécialistes disponibles pour mener à bien ce travail, Alfred Fouché, le fondateur de la DAFA, décida d'aller à l'essentiel, repérant celui qui lui apparaissait être des sites majeurs, le long des axes de communication. Ce tropisme de Alfred Fouché pour les axes de communication se trouve d'ailleurs dans le titre de son ouvrage, le premier ouvrage sur Bach, s'appelle La vieille route de l'Inde de Bhaktara. À sa suite, ses premiers collaborateurs, Jules Barthou, dont on a déjà parlé, le fouilleur de Hadda, et Joseph Aquin, poursuivirent cette quête. C'est ainsi qu'on doit à Jules Barthou, ça a été mentionné, la première reconnaissance du site d'Aïranoum que la DAFA devait étudier 40 ans plus tard. Joseph Aquin, toujours inventif, utilisa au mieux les moyens qu'il réussit à trouver, substituant donc remplaçant les chevaux par les véhicules de la Croisière jaune. Il put ainsi prospecter des zones désertiques jusque-là inaccessibles. Il est aussi le premier à utiliser en Afghanistan les photographies aériennes, ici une vue de Begram, à l'instar de ce qu'avait fait au Levant le père Poidbard. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la moisson était déjà considérable, même si elle était très sélective. Au lendemain de la guerre, Daniel Schlumberger, fort de son expérience levantine, redéfinissant le rôle de la DAFA, reprit l'idée d'une cartographie archéologique sur la base aussi bien de prospection et d'inventaire de terrain que de l'exploitation de photographies aériennes. Au cours des années 50, fut en effet réalisée, pour le compte du gouvernement afghan, une couverture aérienne de la quasi-totalité du territoire afghan, révélant des milliers de sites archéologiques de toute période. À partir de cette période, avec l'abandon du monopole de la DAFA sur les fouilles et prospections archéologiques, des équipes internationales, au premier rang desquelles les Américains, entreprirent également des prospections dans les parties du pays jusqu'alors peu explorées, en l'occurrence le sud-ouest. Il fallut attendre la fin des années 70 pour qu'à l'initiative de Jean-Claude Gardin, la DAFA retravaille sur ce que pouvait être une carte archéologique de l'Afghanistan. On disposait à cette date des résultats d'études régionales, comme celle de Marc Lebert, architecte de la DAFA, autour de Balkh et sur les sites fortifiés de l'Hindoukouche. Celle des équipes soviétiques déjà mentionnées, menées par Galina Budgachenkova au nord de l'oasis de Balkh, ou encore celle de Gérard Fussman, malheureusement récemment disparu, sur les sites bouddhiques de la région de Kaboul. Jean-Claude Gardin, quant à lui, avec l'aide de Pierre Jantel, à l'issue des campagnes de prospection dans la plaine d'Aïranoum, apportait une autre vision de ce que pouvait être ce projet en collectant des données concernant les anciens systèmes d'irrigation. C'est à Warwick Ball que nous avons vu récemment, à l'invitation de nos collègues d'Arscan à l'INHA, que Jean-Claude Gardin confia le rôle de rassembler toutes les données disponibles afin de réaliser un gazetteer. Voici une photo de cette publication.
à la manière de ce que les Anglais avaient réalisé dans les provinces de l'Empire des Indes. L'ouvrage, achevé en 1982, figea jusqu'en 2001 la géographie archéologique de l'Afghanistan. Il répertoriait déjà plus de 1282 notices de sites et il a fait l'objet d'une réédition augmentée de très bonne qualité en 2019. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, un département que je connais bien, qui est le département de la Somme, eh bien, sur ce département-là ont été inventoriés plus de 2900 sites dans les années 70. Ce qui veut dire que l'inventaire fait par Warwick Ball, excellent au demeurant, était sûrement très en deçà de la réalité archéologique. Il est toujours, en fait. En 2001, avec la réouverture du pays aux chercheurs et en 2003, la réinstallation officielle de la DAFA, la question de l'archéologique fut de nouveau posée par les autorités afghanes. Elles désiraient, en effet, disposer d'un état des lieux précis et, à partir de celui-ci, de décider d'une stratégie globale de gestion du patrimoine. Or, depuis 1982, l'approche de la cartographie des sites archéologiques avait complètement changé. La généralisation de l'utilisation des bases de données et avec pour conséquence la démocratisation de ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique offrait de nouvelles possibilités de travail, et en particulier celle de pouvoir combiner des fichiers de données, fichiers par exemple concernant les céramiques, concernant les monnaies ou les inscriptions, avec des fonds cartographiques géoréférencés. D'autre part, pour des raisons liées à la situation géopolitique ou géosécuritaire de l'Afghanistan, il était possible d'avoir accès à des images satellitaires de très haute définition, couvrant la quasi-totalité du territoire afghan et, a fortiori, couvrant des zones jusqu'à-là inaccessibles ou très difficilement accessibles. Là, c'est une vue d'une zone accessible puisque c'est la région de Balkh et de Cheshmeshafam. Enfin, les expériences de cartographie archéologique menées dans différents pays permettaient d'avoir une nouvelle approche plus dynamique et évolutive d'un outil jusqu'alors figé par le support papier qu'il utilisait. Il était aussi évident qu'à côté des publications sous la forme d'atlas archéologiques, devaient être développés des systèmes d'information géographique mis à jour en continu et permettant de suivre au plus près l'évolution du patrimoine archéologique. C'est en considérant ces nouveaux facteurs que de 2003 à 2009, à l'initiative de Roland Besenval, et avec la participation d'une ingénieure topographe, Sophie Reinhardt, et de David Jury. Alors voilà, on parle toujours de méthodes très sophistiquées pour la prospection. Des fois, ça peut être simplement une bonne paire de chaussures, une canne, et puis pas mal de volonté. Donc, pour ceux qui le connaissent, donc vous reconnaissez Roland Besenval et Sophie Reinhardt à côté. Et ici, David Jury, qui a travaillé à la DAFA à partir des années 2005 jusqu'en 2008. Assisté pour ses prospections à cette époque par Vincent Marcon, collaborateur aussi des missions au Pakistan et actuellement travaillant à Nanterre. La DAFA se mit à travailler sur un projet de carte archéologique de l'Afghanistan, remis après. La tâche était énorme. La première difficulté à gérer était de nature purement technique. Et en fait, nous sommes encore loin de l'avoir fait, de surpasser cette difficulté technique. Traiter des images satellites demande temps et expertise, tant les données à analyser sont nombreuses. Et c'est ce que nous manquions, du temps et d'expertise, et nous manquons encore. Il était donc difficile d'envisager avoir des résultats rapidement, à moins de considérer que dans une première approche, nous pouvions, comme d'ailleurs l'avaient fait nos prédécesseurs, aller à l'essentiel. C'est-à-dire d'abord de sélectionner une ou des zones pilotes et d'y inventorier les sites les plus clairement identifiables, à commencer par ceux déjà mentionnés par la carte de Warwick Ball, qui pour beaucoup d'entre eux, en outre, étaient localisés avec peu de précision. Les photos satellites nous permettaient d'une part de leur redonner leurs coordonnées exactes, mais de vérifier leur état et essayer d'évaluer l'impact des pillages. Le deuxième obstacle était de pouvoir vérifier sur place les observations faites à partir des images aériennes ou satellitaires. Là encore, la situation du pays nous imposait des choix et des méthodes de travail à compenser par une constante adaptation des méthodes de travail aux conditions de sécurité. De 2002 à 2021, des secteurs entiers du pays se sont trouvés inaccessibles aux chercheurs. Le territoire accessible, si je puis dire, s'amenuisant d'année en année, au point qu'en 2021, il n'était possible d'envisager des opérations de terrain que dans des secteurs tels que Bamiyan, la ville de Kaboul ou la ville de Herat, dont nous avons vu des photos. Dans les zones où les prospections ont été possibles, la moisson s'est avérée pourtant très fructueuse.
montrant par ailleurs à quel point une approche de terrain combinée avec des analyses de photos aériennes s'avérait positive. Il fut surtout possible de récolter du matériel archéologique permettant de mieux dater les sites, et ce d'autant plus que du fait des pillages, il était possible de collecter sur les sites du matériel venant des couches profondes. C'est ainsi qu'une bonne partie des TP de l'oasis de Balkh, identifiés comme islamiques, se sont révélés avoir également des occupations kouchanes, voire même plus anciennes. La troisième difficulté était la limite de l'administratif et du légal. Quel devait être le statut de la carte archéologique? La commande était officielle et afghane, la réalisation franco-afghane, les utilisateurs finaux, les chercheurs afghans ou étrangers, mais surtout, à l'image de ce qui se fait en France et dans nombre de pays occidentaux, sa fonction première était de donner une vision globale du potentiel archéologique et de voir comment il pouvait être affecté par des projets de développement ou par l'impact des phénomènes liés au dérèglement climatique, afin de mieux les gérer. Il fallait donc faire en sorte que les administrations afghanes en charge du patrimoine soient en capacité d'utiliser l'outil créé et de l'alimenter en informations nouvelles, mais aussi qu'il soit communicable au public, sans pour autant créer d'effets pervers, carte archéologique étant souvent confondue avec celle de carte au trésor. À partir de 2014, la DAFA, sous la direction de Julio Benjesu Sarmiento, que je salue, qui doit être ici, je crois, entrepris d'avancer sur ce dossier en confiant une partie de son montage technique à un opérateur privé, Archaios, en l'occurrence à deux de ses piliers, si je puis dire, Jessica Giraud et Mathilde Murat. La mission fixée à Archaios était double. Créer les bases d'un SIG, Système d'information géographique, en définissant un cadre précis de référence pour les différents fonds de cartes, ainsi que pour les vues aériennes, et y reporter les sites identifiés. Former de jeunes chercheurs afghans à la télédétection, à la photo-interprétation et à la gestion d'une carte archéologique, à la manière dont la carte archéologique nationale dont s'est dotée la France fonctionnait. Cette étape réalisée, il fallait aborder la collecte des données nouvelles à partir de l'analyse des images satellitaires et aériennes et de mettre au point un programme de vérification in situ, donc prolongeant celui déjà initié par Roland Buserval, vérification donc des sites et des zones, en tout cas dans les zones où la situation sécuritaire permettait de le faire. Ce travail aboutit à la réalisation des documents suivants, dont le but était de visualiser une cartographie globale des sites, mais aussi une cartographie périodisée. Et là, on voit qu'on éclate le nombre des sites déjà répertoriés par le travail pourtant remarquable de Warwick Hall. Donc voilà, toute une série avec effectivement des cartes thématiques indiquant par exemple les sites fouillés et les répartitions des sites selon les périodes. Nous disposions également pour ce travail des données issues des analyses cartographiques et en particulier de l'analyse ne serait-ce que de la carte réalisée par les soviétiques dans les années 60-70 dont tout à l'heure notre collègue Étienne de la Bessière a montré quelques exemples. Mais également de celles de campagnes de photos satellitaires ciblées. Ici, le même site de Zanian, présenté tout à l'heure par notre collègue Étienne de la Bessière, mais avec une image satellitaire particulière. C'est une technique du lidar qui donne une image un petit peu différente de celle qu'on a vue présentée par Étienne de la Bessière. Et puis là, donc, des vues ciblées du site de Cheshme Shafa. Et toutes ces opérations, dans la mesure du possible, étant donc reportées d'abord sur des fonds de cartes que nous avons pu établir, et puis donc complétées surtout par des vérifications de terrain. Alors, je passe assez vite. Sur ces vérifications de terrain, encore une fois, donc, ça reste quand même assez basique comme type de travail. C'est pas très différent des photos montrées par notre collègue Yves Melman, et ça vous donne une idée à la fois des paysages afghans, mais aussi la densité, et aussi des difficultés. Parfois, se déplacer en voiture, eh bien, s'avère compliqué parce qu'il y a des rivières à franchir, et parfois parce qu'il fait très froid. Je me souviens de cette photo prise sur le site de Cheshme Shafa où on avait du mal à faire fonctionner les appareils tellement il faisait froid. Et puis, ces vérifications de terrain nous permettaient de voir ce que les satellites ne voyaient pas, c'est-à-dire tout ce qui était cavité. Voilà d'autres vues, donc ces sites. Et puis, bon, là, ça prend des proportions compliquées. C'est une vraie expédition avec des ânes et des ouvriers pour repérer un site sur le sommet de Cheshme Shafa. À ces données, alors voilà le résultat, si je puis dire, par exemple, d'une recherche sur un site. Et puis à ces données, donc
disons, en quelque sorte maîtrisées par la DAFA, sont venues s'ajouter les données réalisées par nos collègues. Ici, en particulier, une cartographie réalisée par une équipe lituanienne dans la province de Chor, dans la région de Čačára. Et ici, une photo d'un site, Cabrezoac, autant que je me souvienne. Et puis, donc, en quelque sorte, en tant qu'exercice pratique, ont été réalisées des cartes plus thématiques, en l'occurrence des cartes de sites archéologiques ou d'occurrences archéologiques à proximité de gîtes métallifères. Donc, une partie de ces travaux ont été réalisés par notre collègue Thomas Laurin, qui était secrétaire scientifique de la DAFA. Et le but de ces cartes était effectivement de pouvoir intégrer les risques archéologiques au projet de développement. La relocalisation de la direction de la DAFA en janvier 2018 à Paris, puis à partir du mois d'avril de la même année au Turkménistan, son retour en Afghanistan dans un contexte alourdi par la crise sanitaire, et enfin la chute de Kaboul en août 2021 n'ont pas permis d'aller plus avant dans la réalisation de ce projet. Pour autant, la nécessité de disposer d'une carte archéologique de l'Afghanistan apparaît toujours comme indispensable, et ce dans un contexte où nos collègues afghans n'ont plus les moyens matériels de gérer les sites archéologiques de leur pays et de les protéger, aussi bien des pillages, photos qu'on a déjà vues, que des destructions que pourraient créer des programmes de développement incontrôlés. Il s'agit de routes qui ont été tracées sur le site de Cheshme Shafa, où là, en fait, le site de Lashkar-e Bazar dont il a été parlé, une vue dans les années 50 ici et une vue prise en 2008, où on voit que l'urbanisation a complètement envahi les palais Ghaznavides qu'on voit ici et qu'on a du mal à deviner ici, fouillés par l'équipe de Daniel Schlumberger. Et peut-être plus encore, les risques créés par les phénomènes d'érosion amplifiés par la crise climatique qui impacte l'Afghanistan de façon extrêmement violente. Ici, donc, on a vu des photos du site de Cheshme Shafa, ici, du site de Chelburj, dans l'Afghanistan central, dont on voit qu'il est en grand danger de disparition. En effet, plus sûrement, plus systématiquement et plus irrémédiablement que les pires des idéologies iconoclastes, les pillages des sites archéologiques, combinés aux conséquences des programmes de développement mal contrôlés et à celles des facteurs climatiques qui sont en train de faire disparaître des monuments, des sites archéologiques qui étaient la mémoire de peuple, la mémoire d'histoire constitutive de l'identité afghane, mais aussi universelle. Les inventurier pour les essayer de les protéger, les étudier avant qu'ils ne disparaissent est donc essentiel. Et la carte archéologique reste le meilleur moyen de le faire. Je vous remercie de votre attention et avant de terminer, je voudrais vous renvoyer au site du ministère de la Culture sur lequel donc, il y a une présentation faite grâce à notre collègue Thomas Zagory sur une série de sites archéologiques qui vous permettra de vous renseigner en quelque sorte en réel sur l'état de ces sites. Je vous remercie de votre attention.